Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes mardi, c'est la deuxième édition de la semaine de la revue des Grandes Unes avec la presse disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et top parfums de l'actualité. La nouvelle expression parle de crise anglophone. Tibor Nagui ne lâche pas le Cameroun. C'est le grand titre du journal. Le journal précise que le diplomate américain qui a été l'invité de RFI s'est donc appesanti une fois de plus sur le Cameroun et ces crises n'en plus finir pour le monsieur Afrique des États-Unis. Le Cameroun est donc un pays qui m'empêche de dormir, pour lequel mon cœur saigne. C'est le journal qui le dit en page 3. Vous aurez l'occasion de parcourir l'article. Le journal parle également du drame d'un Colbison. Des enseignants montent au créneau. L'assassinat de Boris Ndjomni Chakunte vient remettre au cœur des débats donc le phénomène des violences en milieu scolaire décrié dans les colonnes de la nouvelle expression en page 7 et 8. Et on parle de l'invité ce matin. Maître Nico Allé parle donc nous devons combattre la décadence morale et c'est une action collective, dit l'avocat en réaction justement à la délinquance juvénile dans nos établissements scolaires. En page 9 du journal qui parle aussi du décès de Maître Sob, l'ordre des avocats pour une autopsie. Le bâtonnier a donc introduit une plainte et une demande d'autopsie adressée au procureur général de la République près la cour d'appel du centre. C'est en page 5 du journal ce matin également. Le Messager pour sa part parle donc de législatives et municipales. Le RDPC raquette les fonctionnaires, c'est ce que dit le journal. Élus de la nation, élites et candidats tentés donc de siphonner les caisses de l'État pour l'effort de guerre. Le journal précise tout cela en page 3. Le journal parle également de Simon Fobi Chinda. Donc que Biya arrête donc le génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le député du Social Democratic Front de la MESAM Centre s'indigne contre le régime. Tout cela, on découvre en page 3 du journal et d'autres informations à parcourir. Se fait un tour en kiosque. Le journal Info Matin de ce matin parle donc des établissements scolaires. Le ministre des Enseignements secondaires évalue la mise en œuvre des dispositifs sécuritaires dans le cadre du programme Clean School. Le professeur Pauline Nalovalionga, qu'accompagnait donc Boniface Bayaoula, a poursuivi les 16 et 17 janvier son périple à Douala et à Bafoussam pour s'assurer de l'application donc des mesures prises contre la violence et notamment la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Tout cela en page 3 du journal. On parle également des transports aériens, Cameco autorisé à desservir en Europe désormais. C'est en page 8 du journal disponible en kiosque ce matin. L'autre journal en kiosque, il s'agit de mutations qui parlent des législatives municipales. Boycott, côte et décote, donc c'est le grand titre pour exprimer ce qu'il pense. Le journal fait savoir qu'il y a justement des actions qui ont été menées avec aussi des partisans et adversaires de la participation qui battent donc campagne et également on parle des chances de succès et impact possible sur le long terme à lire en page 9 du journal Mutation qui parle également du Vouri et du Front uni contre le RDPC dans le département du Vouri précisément. Le journal le dit donc dans le numéro de ce matin. L'économie qui en kiosque parle donc de stratégie Londres mise sur l'Afrique pour son après-Brexit. Le journal propose tout cela en page 6. Le journal parle également de la CEMAC qui aujourd'hui parle donc de la BAC qui raffermit les mesures de transparence bancaire. Comment est-ce que les banques africaines souffrent et quelle est donc la stratégie à mettre en place pour améliorer les conditions de vie dans ces différentes banques. Le journal propose le dossier également ce matin. C'est l'économie qui est en kiosque. Le journal Le Jour, pour sa part, parle d'incidents. Pourquoi le transport ferroviaire a été donc perturbé. Tout cela dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. C'est à lire. Le journal a également d'autres informations que je vous invite à parcourir. Si vous faites un tour en kiosque, tout comme Cameroun Tribune qui s'intéresse au football camerounais, la magie de l'esprit Lion à découvrir ce matin avec des images notamment des Lions indomptables en tournée au Cameroun en faisant le tour de quelques pays, quelques villes de la République pour notamment présenter le trophée. Est-ce qu'on pourra encore revivre cette ambiance? C'est la question que se pose Cameroun Tribune et avec des explications que je vous invite à lire dans le dossier proposé par le journal de la page 6 à la page 7. D'autres informations aussi. Tribune d'Afrique de ce matin parle de la CAN 2021. Le Cameroun danse sur un volcan, c'est ce que dit le journal. En ramenant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en janvier et février plutôt qu'en juin, juillet, la CAF
pointe donc une épée de Damoclès sur la tête donc des autorités camerounaises. À lire justement l'éditorial de Faustin Dikam ce matin en page 3. Le journal parle également des droits de l'homme, les contre-vérités de Human Rights Watch, à découvrir dans l'autre article proposé par le journal ce matin. Le journal Le Soir hebdomadaire pour sa part s'intéresse à autre chose, parlant de Paul Biya, surtout de la CAN 2021. Paul Biya veut donc donner une CAN exceptionnelle à son peuple. C'est ce qu'on peut découvrir également dans l'autre article proposé par le journal Le Soir hebdomadaire et d'autres informations aussi dans le numéro de ce matin. EcoSanté, pour sa part, s'intéresse à la couverture santé universelle avec le projet MUSAC qui démarre la construction de ces 16 hôpitaux bientôt. Le journal a donc proposé tout un dossier et nous présente la situation tout en parlant également de l'hôpital de district de Ngoumou en détresse qui a besoin d'être soutenu. Et donc aujourd'hui, l'accès aux soins est une véritable équation difficile pour les populations. C'est le journal qui propose également le sujet ce matin. Tout un dossier à lire dans le journal EcoSanté de ce jour. Le quotidien et bien d'autres informations sont contenues dans la plupart des tabloïds que vous aurez à parcourir si vous faites un tour en kiosque ce deuxième jour de la semaine. Donald Brice Kamgara est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce mardi. Oui, le plaisir est partagé. Camille, bonjour. Flavien Balonongo, bonjour. Bonjour Donald Brice, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, surtout ceux des diasporas qui nous suivent énormément. C'est pour ça que les commentaires que nous faisons ici ne sont pas seulement faits pour les Camerounais d'ici, mais surtout pour les Camerounais qui sont loin, qui sont déconnectés de la réalité quotidienne, mais qui veulent comprendre, qui veulent aussi se faire une propre religion à partir, pas seulement à partir des titres qui sont publiés à la une des journaux, mais seulement à partir des commentaires des journalistes qui peuvent leur permettre de se faire une religion. Très bien. Alors, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse ce matin. Parlant de la crise, comme vous le savez, c'est le plat de résistance. La crise anglophone dans le journal La Nouvelle Expression. Tibor Nagui ne lâche pas le Cameroun. C'est le titre que propose le journal. Parler du diplomate américain qui a été invité, donc l'invité de RFI, qui s'est appesanti une fois de plus sur la situation qui prévaut dans les régions anglophones. Il estime, ou alors il dit, que c'est le seul pays qui l'empêche de dormir. Oui, la Nouvelle Expression reprend ce matin cette interview que Tibor Nagui a accordée à RFI, nos confrères, vendredi dernier. Une interview dans laquelle il jette un regard sur la situation politique en Afrique, mais avec un arrêt sur le Cameroun. Le Cameroun qui, dit-il, l'empêche de dormir, fait saigner son cœur. Écoutez, en parcourant cette interview, on voit que Peter Tibor Nagui salue la tenue du dialogue, du récent dialogue national. Le grand dialogue national. Bon, j'emploie mes mots, vous employez les vôtres. Non, c'est le grand dialogue national. Le Peter Tibor Nagui, Flavien tente de me déstabiliser, il n'y parviendra pas. Peter Tibor Nagui, disais-je, jette un regard sur la tenue de ce dialogue national. Il estime que c'est un pas, mais également que la libération des prisonniers politiques récemment, c'est également un pas, mais il est on va dire, très incertain que le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest puisse permettre de décanter la situation. Il estime qu'au-delà des mots, on doit aller vers une décentralisation avec des pouvoirs plus forts accordés aux collectivités territoriales décentralisées, de telle sorte que les peuples locaux puissent décider de leur destin et gérer leur héritage, un héritage qui est, comme vous le savez, spécifique aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors, Tibor Nagui dit son cœur saigne lorsqu'il entend des choses qui viennent du Cameroun et il perd le sommeil en même temps. Il perd le sommeil, il perd plus le sommeil pour le Cameroun que pour la Centrafrique, dont il a été l'ami du président Touadéra. Il perd plus de sommeil pour le Cameroun que le Niger, où les États-Unis ont une base et des bases de drones. Les États-Unis n'ont que quelques petits accords avec le Cameroun. Et M. Peter Nagui n'est qu'un fonctionnaire de l'administration américaine qui s'est impliqué de manière parfois même à la limite indélicate sur les problèmes du Cameroun en prenant des photos avec des ambassadeurs qui tiennent leur drapeau. C'est contraire même aux règles diplomatiques qui font que vous avez des relations avec un pays reconnu, qui a une souveraineté internationale connue, mais vous allez prendre des photos avec des séparatistes qui brandissent leur drapeau. Moi, je pense que M. Peter Nagui seul sait ce qu'il fait. Mais seulement dans cette interview, moi j'ai retenu une chose. Il a osé dire
que chaque jour qui passe, de plus en plus d'habitants du sud-ouest et du nord-ouest veulent avoir leur pays à eux. C'est très grave ce qu'il dit. Heureusement, il dilue en disant que c'est une solution qui ne plaît pas au gouvernement américain. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent partir du Cameroun parce qu'ils veulent avoir leur pays à eux, et leur pays à eux, c'est exactement la doctrine de ces séparatistes qui veulent absolument dépouiller le Cameroun d'une partie de son territoire. Mais bon, moi, on a de la peine à comprendre exactement la pensée et le jeu de M. Nagui, qui souffle sur le chaud et le froid, et qui d'une part dit que oui, au Cameroun, c'est vrai, le grand dialogue national a été un pas, la libération des prisonniers était un cas, il énonce encore une autre évidence, en disant que il est important que le Cameroun aille un peu plus loin et mette en place des résolutions issues de ce dialogue. Mais seulement, il joue un peu, il tient un langage un peu populiste qui ne va pas exactement dans le sens de la vérité, dans le sens d'éclairer les gens qui ne comprennent pas pourquoi même lui dit que son cœur saigne pour le Cameroun spécialement. Donc, bon, on peut se contenter de ce titre, on peut se contenter de cette déclamation, mais qui ne vaut que ce qu'elle vaut. Voilà, donc on peut découvrir tout cela dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, parlant de cette crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tibor Nagui, qui ne lâche pas le Cameroun à la suite de ce qu'il a pu dire. C'est une interview que vous aurez l'occasion de parcourir dans le journal ce matin. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bon, disons que il faut toujours, nous l'avons dit depuis le début de la crise anglophone, éviter l'inconséquence et le déni. Lorsque Peter Tibor Nagui dit que chaque jour qui passe, des Camerounais de plus en plus de Camerounais ont l'idée d'avoir leur pays à eux. Camille dit que c'est des propos graves, mais malheureusement, ce sont des propos qui traduisent la réalité, à savoir que le sentiment séparatiste monte de plus en plus au fur et à mesure que le pouvoir tient un discours dur, au fur et à mesure que les extrémistes de l'appareil étatique prennent le devant au détriment de la minorité qui est pour la décrispation, pour la désescalade dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette crise a perduré parce que nous avons, comme le fait Camille, au départ, sous-estimé une situation qui était grave. Nous n'avons pas su prendre la mesure d'un problème qui était grave et moins grave certainement au départ et que nous avons laissé pourrir pour laisser libre cours à des prises de position au niveau international, une internalisation de la crise évidemment que nous aurons pu éviter. Oui. Comme d'habitude, Donald Bruce fait de la provocation et il estime que quand on ne pense pas comme lui, on le déstabilise. Mais moi j'ai l'impression qu'il ne se met pas à la place de ces gens qui sont même interdits d'aller dans leur propre village. Il ne se met pas à la place de personnes qui sont obligées de dormir sur le sol partout, pas du fait de l'État, mais du fait de personnes qui ont pris les armes et qui leur disent foutez le camp. Hier, je discutais avec monsieur Isaac Kouemou, l'ancien maire de Douala Katrima, à qui d'ailleurs je dis bonjour ici, qui m'a dit mais je ne reconnais plus ce pays où vous ne pouvez pas aller enterrer quelqu'un dans votre village. Vous venez enterrer quelqu'un, il y a des gens qui sont avec des armes qui vous disent que vous avez 1 heure pour enterrer, vous payez de l'argent et vous foutez le camp. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes même plus dans votre propre village et ces personnes qui ne sont pas de votre village vous empêchent d'être même dans votre propre région. Quel est ce pays? Vous pensez que c'est seulement une histoire de règlement où il faut discuter avec des gens dont vous ne cernez même pas les objectifs? Monsieur Donald Bruce fait partie de ces gens qui estiment que les séparatistes, des bandes armées qui sont qui écument le sud-ouest et le nord-ouest sont un groupe homogène. Non, je suis désolé. C'est devenus des chefs de guerre qui occupent des pans entiers de territoire, qui font descendre des gens des bus, qui vous disent que vous n'entrez pas ici si vous ne payez pas. Vous n'avez pas le droit d'emmener dans votre village. Il n'y a même pas d'école. Alors vous pensez qu'avec des gens comme ceux-là, c'est avec ceux-là qu'on peut faire un pays, on peut continuer à faire un pays. C'est avec ces gens comme ceux-là qu'on peut estimer que eux, parce qu'ils ont des armes, eux, parce qu'ils vous interdisent d'aller dans votre propre village, ils ont le droit d'estimer qu'ils veulent avoir leur pays à eux. Non, il faut arrêter ce genre de discours. Mettez-vous à la place de ces personnes qui vivent de manière précaire, ou dans les brousses, ou dans les autres villes du Cameroun. Parce que les individus qui ont pris des armes et qui veulent, à qui on coule un qualificatif de séparatisme, mais qui n'en sont pas en réalité, vous interdisent de vous mouvoir dans votre propre pays. Et c'est là où c'est grave. Et c'est là, moi, je dis que quand vous estimez qu'on vous déstabilise parce qu'on vous dit les choses telles qu'elles sont, moi, j'ai du mal à suivre votre raisonnement. Alors, je voudrais que Flavien et les spectateurs notent la contradiction dans la prise de parole de Camille, qui dit que les séparatistes ne valent rien et qui dit en même temps qu'ils empêchent aux gens d'enterrer les leurs. En tout cas,
le fait qu'ils disent qu'il y a des gens qui empêchent aux autres citoyens d'enterrer les leurs dans les deux régions prouve que il y a des personnes, et c'est grave, qui contrôlent peut-être des périmètres d'autres territoires. De toutes les façons, la crise, nous l'avons dit, et beaucoup d'acteurs l'ont reconnu, la crise ne peut pas être résolue simplement par la réponse militaire. Sinon, depuis 2016, la réponse militaire aurait fini de ramener la paix dans ces deux régions. Absolument, pour l'instant, évidemment que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il faut penser à autre chose. Et il ne suffit pas de dire que les gens sont tués, les gens sont... Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on atteint des conséquences extrêmement dramatiques et graves à la fois pour l'économie et pour, sur le plan social. Aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'est-ce que nous faisons pour que cela cesse? D'accord. Alors, donc, le journal La Nouvelle Expression parle de Thibord Nagui qui ne lâche pas le Cameroun avec d'autres révélations, que je vous laisse l'occasion de les découvrir sur Faites un tour à kiosque. Ce matin, il y a Mutation qui parle aussi, qui parle des législatives et municipales, boycott, côte et décote. Oui, on est à quelques quand même. Oui, c'est un jeu de mots auquel Mutation nous a habitués depuis un bon nombre de temps. Et un jeu de mots qui fait désormais la particularité, la marque de fabrique du quotidien Mutation, qui au-delà de l'information la rend également esthétique. C'est à mettre à l'actif du sens de la créativité, de l'innovation, des dirigeants de cette entreprise de presse. Mais le titre indique qu'à quelques semaines à quelques jours d'ouverture de la campagne électorale et à moins de 2 semaines aujourd'hui de cette élection, qu'il y a des acteurs qui battent campagne pour le boycott d'une part et d'autres qui battent la campagne pour la participation à cette élection. Vous avez entendu il y a quelques semaines une conférence de presse du ministre de l'administration territoriale qui indique que personne ne doit empêcher aux Camerounais d'aller exercer leur droit de vote. Il ne me semble pas que des gens ont annoncé qu'ils empêcheraient aux gens d'aller exercer leur droit de vote. Si oui, les séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, le MRC, le CPP entre autres, ont plaidé pour le boycott de ces élections, estimant que les conditions ne sont pas réunies à la fois sur le plan politique avec la crise anglophone, mais également au plan du système électoral avec un code électoral et une administration acquis à la cause du RDPC. Et voilà. Donc, il s'agit là de ce titre de mutation qui parle de boycott, côte et également décote. C'est un jeu de mots, comme dit Donald Biskamga, mais seulement le contenu aussi reflète justement ce qui se passe sur le terrain. Un côté qui boycotte, qui fait la promotion de boycott, et un autre qui défend. Un petit côté, un côté marginal qui boycotte, un côté qui n'est pas présent sur la scène politique, qui demande aux gens de ne pas aller voter. Bon, s'ils ne veulent pas aller voter, c'est leur problème. Mais maintenant, ceux qui veulent aller voter, ceux qui estiment que les conseils municipaux doivent être renouvelés, qui estiment que l'Assemblée nationale doit être renouvelée, moi, ceux-là, rien ne peut empêcher qu'ils votent. Moi, j'ai dit que quand on est en train de parler de boycott ici à Douala, ou bien dans le Mungo, ou bien dans la région de l'Ouest, essayez d'aller du côté de la Damawa. Vous allez dire aux gens de ne pas voter. Allez du côté du Nord et dites aux gens non, ne votez pas parce que. Allez du côté de l'extrême Nord, allez à l'Est. Moi, j'ai l'impression que nous faisons de la boursouflure inutile pour cette affaire de boycott d'ailleurs qui est en train de s'essouffler complètement et dont on a compris les limites depuis très très longtemps. Bon, si les gens décident de ne pas aller voter, c'est leur problème, c'est leur droit. Mais seulement il ne faut pas qu'ils cherchent à influencer les autres en leur racontant des vannes que non, vous n'allez pas boycotter, vous ne devez pas aller voter parce que, comme nous, non. C'est leur droit de dire je ne vote pas, mais seulement laissez les autres aussi aller voter. Est-ce que surtout, ceux qui font la promotion du boycott ont demandé aux gens de ne pas aller voter? Mais la preuve, quand ils disent que nous on ne vote pas, vous aussi, ils demandent aux gens, ils encouragent, ils veulent pousser les gens à ne pas voter. Le CPP et le MRC s'adressent à leurs militants? Non. Non. Mais normalement, ils devraient s'adresser à leurs militants. Normalement, leurs militants devraient suivre leur mot d'ordre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais seulement, il faudrait que dans leur communication, dans leur prise de parole, qu'ils disent toujours militants du CPP, militants du MRC, n'allez pas voter. Mais seulement qu'ils laissent les autres partis tranquilles, les autres Camerounais qui ne militent même dans aucun parti, qu'ils les laissent tranquilles. Mais maintenant, si eux, ils pensent que en déroulant
les raisons plus ou moins objectives pour lesquelles ils ont décidé de ne pas voter, c'est leur problème. Mais seulement, comme l'a dit le ministre Tanganji, il ne faut pas que les gens obligent, forcent les gens, ou bien perturbent la volonté des autres Camerounais à aller voter. Moi, je pense que, bon, s'ils disent qu'ils ne votent pas, c'est leur problème. Donc moi je ne vois pas pourquoi on en fait même tout un jambon sur les plateaux de télévision, boycott. Quand vous n'êtes même plus présent sur la scène politique, vous n'avez qu'un seul devoir, vous taire. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion de destinataires dans ce qu'on observe? Il y a le boycott, c'est s'adresser à ses propres militants, dire bon, écoutez, nous on a décidé de ne pas aller aux élections. Il y a le MRC, il y a le CPP et peut-être aussi un autre parti politique, je ne sais pas trop. Mais en même temps, il y a ceux qui sont d'un autre côté, qui estiment qu'il faut aller voter sans souci. En matière de militantisme en politique, il y a des militants officiels, si vous voulez, explicites, manifestes, qui ont des cartes, qui sont inscrits dans les formations politiques. Et il y a des sympathisants. Ceux-là, parfois, n'ont pas de carte et ne s'affichent pas forcément. Et donc, on ne peut pas mesurer quels sont ceux qui sont pour ou contre l'option du boycott. Mais je voudrais qu'on soit cohérent. Soit on dit que le boycott ne vaut rien et on ignore ceux qui prennent le boycott, soit on reconnaît que le boycott a un impact et on met des actions pour contrecarrer ou pour étouffer le discours, la promotion du boycott. Manifestement, c'est cette deuxième option qui est en train d'être prise par le gouvernement et défendue ici par Camille, à savoir qu'il y a des gens il y a des formations politiques qui prennent le boycott et soyez cohérents. Si vous dites que les partisans du boycott c'est 0,00075%, alors ignorez-les, ne parlez pas d'eux. Si le boycott a un impact, on comprendrait donc qu'on fasse toute une conférence de presse, on explique pourquoi il faut aller voter. Donald Brice, dans sa perpétuelle volonté de... Oui, vous savez qu'on a des... Il ne peut pas me dire que moi je défends la position du gouvernement, je défends la position de la simple logique, je défends la position de la liberté de voter ou de ne pas aller voter. C'est ça que je défends. Je ne défends pas le droit ou la volonté de ceux qui disent n'allez pas voter. Je ne suis pas là pour ça. Et je ne suis pas... C'est pas parce que je dis que moi, il faut laisser la liberté à chacun d'exercer son droit. Et le droit, c'est un droit civique d'ailleurs, inscrit dans la Constitution. Alors les gens même qui vous disent n'allez pas voter, eux-mêmes ils sont en train d'attenter à votre droit. Donc je ne sais même pas quelle logique vous utilisez en disant que moi je défends tel camp, je défends. Moi je ne défends rien, je ne défends que la logique et je ne défends que la seule vérité. D'accord, mutation par des législatives municipales ce matin, oui. Parlant de ce boycott, côte et décote, c'est le titre pour comprendre un peu le jeu de mots, mais qui explique quand même le contenu de l'article et ce qu'on observe également sur le terrain. On va certainement parler d'autres choses aussi, parlant toujours de ce qui se passe dans des établissements. Info Matin qui est revenu parlant des établissements scolaires, le ministre des enseignements secondaires qui évalue la mise en œuvre donc des dispositifs sécuritaires. On voit bien qu'elle a fait le tour et continue d'ailleurs de faire ce tour-là pour rencontrer les chefs d'établissement, les élèves et les enseignants. Question de voir si les directives, les prescriptions données sont respectées en matière de sécurité, en matière de respect, de propreté et autres, parce qu'il y a cette opération de Clean School qui a donc été lancée. Ce sont des opérations, il faut le dire, qui sont prises à la va-vite. À la va-vite parce qu'il faut réagir absolument face à un véritable drame, un drame de plus parce que c'est pas le premier de cette année scolaire qui s'est produit dans un établissement scolaire. C'est comme si dans ce pays les gens ne se soient pas pour réfléchir, regarder les problèmes droit dans les yeux. Le problème de la violence scolaire ne date pas d'aujourd'hui. On a vu l'année dernière avec ce qui s'est passé au lycée Taïdo, on a vu il y a 2 ans ce problème de partouze que l'on rencontre dans certains établissements publics. Et moi je pense que le débat qui enflamme aujourd'hui et la toile et la presse et même les milieux justement de l'enseignement doit se traduire par des décisions assez importantes. Des décisions importantes qui commencent d'abord par la discipline au sein des établissements. Aujourd'hui, il faut que maintenant le contrôle soit beaucoup plus serré, beaucoup plus efficient. Il faut que la possibilité même à l'intérieur,
Parce que ce qui est arrivé du côté de Colombie-Bissau, c'est parce qu'il n'y a pas de surveillant général, il n'y a pas de surveillant, que l'on peut interpeller pour que le professeur dise, monsieur le surveillant, cet élève m'importune, faites-le sortir. Donc, les surveillants de secteur. De secteur. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cela donne peut-être certainement la possibilité de revoir tout le système, tout le fonctionnement de l'enseignement aujourd'hui et maintenant, d'avoir un œil un peu plus aigu sur l'élève lui-même, sur la tenue de l'élève. Maintenant, moi, je salue énormément cette décision qui a été prise de détruire, même pas de confisquer, mais de détruire tout téléphone portable saisi à l'intérieur d'un établissement, de fouiller systématiquement et scrupuleusement les sacs. Et moi, d'avoir l'œil un peu plus... Certainement, il y en a qui peuvent dire que quelque chose de malheur est bon, même malheureusement, la cote d'alerte a été pulvérisée. Il est temps que des mesures vraiment drastiques et dures et permanentes, parce que ce n'est pas qu'on prend cette mesure cette année et l'année prochaine on relâche. Non, il faut que ce soit permanent et qu'il faut que maintenant qu'on s'occupe un peu plus et de l'élève et de l'école. Oui, dans cette campagne menée par le ministre des Enseignements secondaires, il y a l'installation des caméras de surveillance et la présence effective de la formation même. Ce sont des propositions, la formation des surveillants des secteurs sur la sécurité dans l'enceinte de l'établissement. C'est une question assez profonde, assez complexe, que le gouvernement doit pouvoir adresser sans fioritures et sans diversion. Nous avons là affaire à la crise de l'éducation, une crise qui a plusieurs ramifications, plusieurs aspects à traiter. Et le gouvernement, j'espère, ne prendra pas de raccourci. Vous parlez de sécurité dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il y a de la sécurité? Vous avez des établissements aujourd'hui qui ont 5 000, 4 000, 3 000, 5 000 élèves. Est-il possible de contrôler le matin jusqu'à ce que les cours commencent à 8h ou à 7h30 le contenu des cartables de ces élèves-là? C'est difficile, vous en conviendrez. Cela appelle également la question de la carte scolaire. Si un établissement a 5 000 élèves, en classe, vous êtes parfois 150, 200 dans une seule salle de classe. Est-ce que le suivi peut être celui qui est attendu en milieu scolaire? Évidemment que non. Est-ce que les résultats peuvent être ceux que l'on attend? Évidemment que cela a un impact sur la qualité des résultats. Il faut créer de plus un nombre encore plus important de lycées, mais également ne pas les créer de façon fantaisiste. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des lycées qui sont créés pour satisfaire une élite politique ou administrative. Un député se lève et dit pour un objectif politicien, décide de créer un lycée de Tantampion, lycée de Ndongo 2 à Batori, alors que là-bas il n'y a pas d'élèves. Je ne dis pas qu'à Batori il n'y a pas d'élèves, c'est un exemple. Tout cela doit pouvoir être adressé. Le statut de l'enseignant doit pouvoir être adressé. L'enseignant aujourd'hui a perdu complètement le niveau d'influence qu'il devrait pouvoir, le niveau d'influence et le respect qui lui sont dus en principe de la part de ses élèves. Parce qu'il n'a pas de salaire, parce qu'il sort, il fait 1 an, 2 ans pour avoir le rappel, parce qu'il a affecté sans maison de fonction, sans frais de logement, et ainsi de suite. Tout cela sont des questions globales qui méritent d'être adressées. Et depuis que ces scandales surviennent dans les absences scolaires, on a le sentiment que le gouvernement refuse de voir le problème. Malheureusement, on atteint le pire au lycée classique de Colombie-Bissau il y a quelques semaines. Alors, donc, le dossier à découvrir dans le journal, c'est un article à lire dans le journal Info Matin, en page 3 précisément. On va parler des Lions avec Cameroun Tribune qui parle de football camerounais, la magie de l'esprit des Lions. Des images que l'on a vécues, on a vu les Lions de retour d'une compétition avec un trophée faire le tour des grandes villes du Cameroun. Mais seulement, Tribune d'Afrique de ce matin parle de la CAN 2021. Le Cameroun danse sur un volcan. C'est ce que dit le numéro. Oui, le titre est très illustratif. C'est-à-dire qu'après le passage du président de la CAF qui a dit que le Cameroun va abriter, les gens se mettent à danser alors que toutes les conditions de danse ne sont pas encore réunies et il a ajouté un petit bémol je crois la nouvelle expression avait présenté hier ou avant-hier comme le piège caché. C'est-à-dire que oui, vous allez organiser, mais seulement nous mettons à côté une petite commission qui est là, qui va vous accompagner pour superviser l'avancement des travaux. Bon, le Cameroun danse sur un volcan.
Oui, il est en train, les gens sont en train de danser, ils vont se dire que voilà, nous allons enfin notre CAN, alors que déjà, on avait fait mentir Paul Biya, qui avait affirmé, Urbi et Orbi, que la compétition se jouera le jour dit, et nous avions dit ce jour-là, ici, sur ce plateau, qu'il ne faudrait pas qu'on fasse mentir. Le président de la République a été obligé de se reprendre en parlant de glissement, un terme qui est devenu la risée de tous les Camerounais, mais en réalité qui est resté en travers la gorge des Camerounais qui voulaient vraiment cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, on voit aujourd'hui que même le propre stade de Paul Biya, le propre stade qui porte le nom propre de Paul Biya, n'est pas encore achevé jusqu'à présent. Il faut qu'il soit prêt d'ici janvier 2021. Donc les gens sont en train de danser, les gens sont en train d'exulter, mais en réalité, tout n'est pas encore acquis, ce n'est pas encore complètement dans la poche. En réalité, on n'a que 11 mois pour mettre les choses au top, mais seulement on a 6 mois en réalité pour boucler la boucle et amener la CAN à déclarer que non, c'est jouable, c'est viable. Parce que après 6 mois, si rien n'est fait, si les choses n'ont pas suffisamment, n'inspirent pas suffisamment confiance à la CAF, moi j'ai l'impression que nous allons avaler de travers, vraiment de travers, en nous disant, quand on nous soumettra peut-être l'hypothèse d'une co-organisation ou tout simplement d'une organisation ailleurs. Donc, le titre, moi je pense que le titre est tout trouvé, il est tout indiqué, c'est vrai. Les Camerounais sont en train de danser sur un volcan, le volcan est en train de gronder, mais vous êtes en train de danser en faisant semblant de ne pas comprendre que quand le volcan va entrer en éruption, il va vous emporter. Alors, pendant que Cameroun Tribune parle de la magie de l'esprit Lion, il y a Tribune d'Afrique qui parle donc de la CAN 2021 avec le Cameroun qui danse sur un volcan, tout en rappelant quand même que ce chamblement de date, puisque c'est parti de juin à juillet pour janvier et février de la même année, c'est une équation quelque peu difficile. C'est plus de pression davantage sur le Cameroun. On a moins d'un an désormais de l'échéance et à 6 mois, puisque d'après les textes de la CAF, il faut présenter les infrastructures 6 mois avant le début de la compétition pour que l'on puisse savoir si vous pouvez, oui ou non, tenir le pari de l'organisation. Je ne vais pas rentrer dans tout ce que Camille a dit, à savoir que nous sommes dans un pays où même le stade qui porte le nom du premier Camerounais n'est pas encore achevé, alors que les travaux ont été lancés il y a plus de 3 ans. Rappeler tout simplement que pour un pays qui a quand même 5 Coupes d'Afrique des Nations dans sa gibecière, 6 participations à une phase finale de Coupe du Monde, il est difficile de ne pas avoir honte d'être Camerounais. Très bien. Alors, je vous laisse le soin de parcourir la presse ce matin. Nous sommes mardi. C'était la 2e édition de la revue de Grande Une. Bon retour à vos différentes rédactions, chers messieurs. À demain, il sera 9h20 pour la 3e de la semaine. Bonne journée et merci de rester sur Equinox.